Au cœur de la zone industrielle de Ségoula, à Petah Tikva, une évidence s'impose désormais aux observateurs. La réaction iranienne à l'attaque de la veille n'est pas un simple épisode de plus dans cette confrontation. Le fait que des civils aient été visés, tout comme des centres de dialyse, et que le United States Central Command l'ait lui-même confirmé dans un communiqué officiel, indique clairement qu'un seuil vient d'être franchi. Ce qui se joue aujourd'hui ressemble de moins en moins à une confrontation militaire classique, et de plus en plus à une dérive brutale vers une logique de barbarie assumée. Ce message officiel laisse aussi entendre que les calculs initiaux de Tel Aviv et de Washington, ceux qui misaient sur une explosion populaire capable de renverser le pouvoir iranien, semblent désormais caducs. Les manifestations récentes, loin d'annoncer une chute imminente du régime, ont plutôt envoyé un signal inquiétant pour ses capitales. Résultat, la pression stratégique s'est intensifiée à un niveau rarement atteint. Mais l'élément décisif se situe ailleurs. Après les incendies qui ont ravagé des dépôts de pétrole destinés à un usage civil et plusieurs raffineries, le conflit a franchi hier un nouveau degré de gravité. Une telle escalade ne peut qu'entraîner une riposte iranienne, car la guerre est entrée dans une phase où les populations deviennent des cibles directes, la souffrance civile servant d'outil de pression politique. Le bilan illustre cette spirale tragique. Près d'1 millier de morts en Iran, tandis qu'en Israël, les blessés représenteraient environ le quart de ce chiffre. Malgré la présence d'abris anti-bombardement sur le territoire israélien, cette équation humaine redéfinit désormais la manière de mener la bataille. N'ayant pas réussi à neutraliser le système politique iranien, Washington semble désormais orienter sa stratégie vers une pression exercée directement sur la société civile. Un article publié par Maariv a jeté un froid inhabituel en Israël. Pour la première fois, le journal évoque une région entière plongée dans un cri collectif après l'impact parfaitement identifiable d'un missile iranien. Les sirènes d'urgence ont hurlé simultanément dans une grande partie du bloc de Dan, le long de la plaine méditerranéenne et jusqu'aux collines de Samarie, transformant la nuit en une séquence de tensions quasi permanente. Peu après, les informations ont commencé à converger. Il ne s'agissait pas d'un seul point de chute, mais de plusieurs. Le projectile, décrit comme un missile à fragmentation, aurait libéré des sous-munitions dispersées sur différents endroits. Au-dessus de la zone industrielle de Ségoula, une épaisse colonne de fumée s'est élevée, tandis que les habitants, saisis par la panique, découvraient une scène que beaucoup pensaient impossible à vivre un jour. Sur place, le commandement chargé de la défense civile a reconnu que subir des frappes de cette nature devient extrêmement difficile à gérer, surtout lorsqu'un seul engin est capable d'essaimer ses charges explosives sur 8 emplacements distincts. Face à cette situation inhabituelle, plusieurs hauts responsables ont été dépêchés sur les lieux, notamment les généraux Amir Cohen et Eli Pinto. Dans la foulée, le United States Central Command a diffusé une alerte sécuritaire jugée à la fois urgente et exceptionnelle, laissant entendre que la nuit précédente avait entraîné des pertes particulièrement lourdes. Les analystes estiment désormais que la réaction de Téhéran pourrait prendre une ampleur bien plus large, notamment après les frappes israéliennes de la veille sur des zones civiles sensibles à Ispahan, Shiraz et Dezfoul. Fait révélateur, pour la première fois, le CENTCOM invoque le droit international afin de défendre des opérations menées dans des quartiers résidentiels. Cette argumentation intervient alors que les pertes américaines dans le Golfe augmentent, certains militaires ayant été touchés dans des hôtels ou dans des zones d'habitation. L'amiral Brad Cooper a ainsi affirmé que les actions iraniennes visent les partenaires de Washington et mettent en danger la population que Téhéran prétend protéger. Le conflit a clairement changé de nature. L'objectif n'est plus seulement de neutraliser des capacités militaires, mais d'imposer à l'adversaire un maximum de souffrance. La logique actuelle ne distingue presque plus entre installations stratégiques et population civile. Lors d'une intervention sur la chaîne ABC News, le président Joe Biden
a même laissé entendre qu'aucun futur dirigeant iranien ne pourrait réellement gouverner sans l'aval de Washington, tout en accusant Téhéran de nourrir l'ambition de dominer l'ensemble du Moyen-Orient. Ces propos semblent rejoindre les déclarations répétées de Benjamin Netanyahou, qui évoquait déjà un dispositif planifié rempli de surprises, parmi lesquelles la mise hors service de l'approvisionnement énergétique ou le ciblage d'infrastructures hospitalières. Dans ce climat, la frappe sur Séghoula, survenue après une nuit particulièrement meurtrière pour des installations civiles iraniennes, apparaît comme une réplique symbolique. Après les cris venus de Téhéran, c'est désormais Tel Aviv qui ressent l'écho de la tempête. Le paysage stratégique qui se dessine aujourd'hui est sans précédent. Une confrontation autrefois basée sur l'usure glisse vers une brutalité assumée où les limites semblent avoir disparu. Ce qui s'est produit dans la zone industrielle de Séghoula dépasse largement l'idée d'un simple tir de missile. C'est plutôt le reflet d'un choc bien plus profond, ayant frappé le territoire iranien lui-même. Lorsque les autorités israéliennes, avec l'appui du United States Central Command, décident de frapper des structures vitales, centres médicaux spécialisés, réservoirs de carburant destinés aux civils ou infrastructures essentielles, l'objectif dépasse la logique militaire classique. Il s'agit de fragiliser le lien fondamental entre l'État et sa population. Mais la réponse venue d'Iran, matérialisée par des missiles à fragmentation visant Petah Tikva, démontre que la capacité de nuisance demeure équilibrée. Certes, les abris israéliens limitent certaines pertes, mais le facteur déterminant devient désormais humain. La souffrance des civils se transforme en instrument de pression. La stratégie initiale visant à provoquer une chute du régime iranien par une révolte populaire ayant échoué, les planificateurs de Washington et de Tel Aviv semblent s'orienter vers une autre logique, celle de la punition collective. L'idée implicite est simple. Faire crier les villes iraniennes comme Ispahan ou Shiraz pour pousser Téhéran à céder. Pourtant, les explosions entendues récemment à Tel Aviv et dans la plaine du Sharon rappellent une réalité inconfortable. L'insécurité peut voyager, et l'Iran sait la projeter avec une précision redoutable. La présence de hauts responsables militaires et policiers sur les points d'impact à Séghoula traduit d'ailleurs une tension palpable. Un unique missile capable d'éparpiller ses sous-munitions sur 8 zones différentes suffit non seulement à saturer les secours, mais aussi à fissurer le récit d'une invulnérabilité technologique. Quant au droit international, autrefois présenté comme une barrière destinée à contenir les guerres, il est désormais invoqué par le CENTCOM pour légitimer des frappes dans des zones habitées. Ce glissement ouvre un précédent inquiétant. Dans cette logique, tout quartier résidentiel peut devenir une cible potentielle dès lors qu'on soupçonne la présence d'intérêts ennemis. Autrefois confinés derrière les murs protégés de bases militaires, les soldats américains se retrouvent désormais disséminés au cœur des villes du Golfe. Ce déplacement discret transforme progressivement ces pays en théâtre secondaire d'un affrontement qui déborde de ses frontières traditionnelles. Les déclarations de Joe Biden, combinées aux mystérieuses surprises annoncées par Benjamin Netanyahou, suggèrent que ce qui se prépare dépasse largement une simple série de frappes militaires. Car la nouvelle arme de cette confrontation ne se cache plus dans les arsenaux classiques. Elle se trouve dans les fondations mêmes de la vie quotidienne. L'accès à l'eau, à l'électricité ou aux soins médicaux. Cette transformation marque une rupture nette avec les guerres conventionnelles que la région connaissait autrefois. Désormais, l'équilibre de la peur ne dépend plus du nombre de blindés ou d'escadrons aériens. Il se mesure plutôt à la capacité de chaque camp à supporter la détresse de ses propres citoyens. Si Téhéran a traversé une nuit sanglante, le matin gris qui s'est levé sur Tel Aviv, sous les fumées de Séghoula, rappelle brutalement que cette spirale de violence n'offre aucun véritable gagnant. Dans ce type de conflit, la victoire ne reviendra pas forcément à celui qui frappe le plus fort, mais à celui qui conservera encore assez d'infrastructures pour soigner les blessés et maintenir la société debout.
Le champ de bataille du Moyen-Orient s'est ainsi déplacé, des frontières militaires vers les salons et les quartiers résidentiels. Et pendant que les capitales diplomatiques du monde gardent un silence prudent, cette absence de réaction nourrit une dynamique dangereuse. Une barbarie qui pourrait engloutir bien plus que des zones industrielles. À ce stade, la stabilité d'Israël comme l'avenir du pouvoir iranien semble dépendre d'une équation tragique. Des civils transformés, malgré eux, en acteurs centraux d'une guerre qui n'ose même plus prononcer son nom. La frappe utilisant des missiles à fragmentation contre Petah Tikva envoie un message clair. La capacité de nuisance des deux camps reste étonnamment équilibrée. Certes, les abris israéliens réduisent certaines pertes, mais l'essentiel se joue ailleurs, dans le prix humain de cette confrontation. La souffrance devient ainsi une forme de langage stratégique partagé. Après l'échec des tentatives visant à provoquer un renversement du pouvoir iranien par des soulèvements populaires, les planificateurs de Washington et de Tel Aviv semblent s'orienter vers une logique plus brutale. La pression collective exercée sur la population. L'espoir implicite serait que les cris de détresse provenant de villes comme Ispahan ou Shiraz finissent par contraindre Téhéran à capituler. Pourtant, les explosions entendues récemment à Tel Aviv et dans la plaine du Sharon rappellent une vérité moins confortable. L'insécurité n'est pas une ressource locale. L'Iran sait également la projeter au-delà de ses frontières avec une précision redoutable. La présence de hauts responsables de la police et de l'armée sur les points d'impact de Séghoula trahit d'ailleurs une nervosité palpable au sein des structures de sécurité. Un seul missile, capable de libérer plusieurs sous-munitions et d'atteindre 8 emplacements différents, suffit non seulement à saturer les équipes de secours, mais aussi à fissurer l'image d'une supériorité technologique considérée jusque-là comme incontestable. Ce qui, autrefois, servait de barrière morale pour contenir les conflits, le droit international, semble aujourd'hui utilisé d'une manière bien différente. Sous l'argumentaire du United States Central Command, ce cadre juridique devient un outil permettant de légitimer des opérations qui auraient autrefois été jugées inacceptables. Le résultat est inquiétant. Dans cette logique, un simple quartier résidentiel peut être désigné comme cible dès qu'il est soupçonné d'abriter un intérêt hostile. Dans le même temps, la présence militaire américaine a changé de visage. Là où les soldats étaient autrefois confinés dans des bases protégées, on les retrouve désormais dispersés dans les villes des pays du Golfe, intégrés au paysage urbain. Une transformation silencieuse qui, de fait, convertit ces territoires en nouveaux théâtres périphériques du conflit. Les propos du président Joe Biden, associés aux mystérieuses surprises évoquées par Benjamin Netanyahou, suggèrent que la séquence actuelle n'est que l'ouverture d'une phase plus large. Dans cette nouvelle configuration, les infrastructures vitales, l'eau, l'électricité, les hôpitaux, deviennent des leviers stratégiques. Cette évolution marque une rupture profonde avec les formes de guerre classiques qui dominaient jusque-là dans la région. Désormais, la logique de dissuasion ne se mesure plus au nombre de chars alignés ou d'avions déployés. Elle se jauge à la capacité de chaque société à supporter les cris, la peur et la souffrance de ses propres habitants. Si Téhéran a traversé une nuit particulièrement meurtrière, l'aube grise qui s'est levée sur Tel Aviv, enveloppée par les fumées de Séghoula, rappelle que cette dynamique de brutalité ne mène nulle part. Dans ce type de spirale, le vainqueur ne sera pas forcément celui qui inflige le coup le plus violent, mais celui qui conservera encore assez d'infrastructures pour soigner ses blessés et maintenir la vie quotidienne. Ainsi, le champ de bataille du Moyen-Orient ne se situe plus uniquement sur des lignes frontalières. Il s'invite désormais dans les maisons, les rues et les quartiers. Et tandis que de nombreuses capitales diplomatiques observent en silence, cette absence de réaction alimente une dérive dangereuse, capable d'engloutir bien davantage que quelques zones industrielles. Au bout du compte,
La stabilité du pouvoir iranien, comme la sécurité israélienne, semble suspendue à une équation tragique. Le civil, malgré lui, devient la pièce centrale d'un affrontement qui, paradoxalement, n'ose même plus dire son nom.